Da. iOS 16. Milliampères-heure. Abonnement. Deuxième keynote. Lundi 12 septembre 2022. François Le Truelic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 233. Bonjour à tous. L'iPhone 14 sera disponible en Russie malgré le retrait d'Apple en mars et l'arrêt des ventes officielles. Denis Manturov, un officiel du gouvernement interrogé pour savoir si les Russes pourraient acheter le nouveau smartphone d'Apple, a répondu par l'affirmative, je cite, « Si des clients veulent acheter ces téléphones, oui, ils en auront la possibilité ». Alors il faut savoir que la Russie permet aux magasins d'importer des biens sans l'autorisation du propriétaire de la marque concernée et donc sans l'autorisation d'Apple. Alors rien ne dit que ces iPhone 14 ne seront pas hors de prix, mais ils devraient bien arriver en Russie dès le week-end prochain. François, est-ce que c'est choquant et est-ce que Apple peut faire quelque chose à ton avis ? Je serais tenté de te dire que non. La seule chose qu'ils pourraient faire à la limite, c'est désactiver à distance tous les iPhones qui sont en Russie. À la limite, ça pourrait être une possibilité. Mais on s'imagine bien la levée de bouclier que ça pourrait provoquer. Donc ça m'étonnerait qu'Apple choisisse cette solution-là. Après, on sait qu'à une époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient acheter des iPhones à Cannes, à Nice, et Elie nous en avait parlé, qui achetaient des lots d'iPhone 4, 5, etc. C'est pas pour rien qu'Apple, dans les magasins, avait limité le nombre d'unités possibles par client. Je t'avoue que je suis très partagé. Apple a décidé d'arrêter de vendre là-bas, à l'image de quand même la majorité des entreprises dans le monde, pour sanctionner la Russie. À part le fait que j'évoquais tout de suite, je vois pas trop qu'est-ce qu'Apple pourrait faire d'autre, et je les vois vraiment pas faire ça, j'imagine la levée de bouclier. Donc on verra bien ce que ça va donner. Maintenant ça reste un manque à gagner pour toutes les entreprises, mais ça paraît logique de marquer le coup par rapport à la situation en Ukraine. Mais c'est très compliqué pour les fabricants, c'est une grosse manne financière qui est perdue. Donc tu vois le retour du marché gris en direction de la Russie. Clairement oui, et je pense que c'est ce qu'on va avoir partout. Quand je voyais la nouvelle Lada électrique qui était présentée, il y a plein de trucs qui vont réutiliser soit les technos, quand tu vois les McDo version russe qui sont sortis il y a quelques mois, je pense que sortir une version copie exacte de l'iPhone avec un joli logo russe dessus, j'y crois pas trop parce que ça va être trop compliqué, et puis voilà, on connaît la mainmise d'Apple là-dessus, mais empêcher... À mon avis, Apple n'a pas les moyens, quoi. Sauf, limiter la quantité en vente. Mais quoi qu'il en soit, à mon avis, les plus riches trouveront une astuce. Maintenant, je pense que les Russes qui sont au bas de l'échelle et qui peut-être avaient la possibilité d'en acheter auront sans doute beaucoup moins l'occasion, parce que le prix risque d'être assez prohibitif, à mon avis. Nous sommes le lundi 12 septembre, c'est le grand jour pour iOS 16 en version finale, mais aussi pour watchOS 9. Alors, parmi les principales innovations d'iOS 16, on va citer le nouvel écran de déverrouillage personnalisable avec votre police de caractère préférée, des widgets, un fond d'écran, etc. La possibilité de corriger ou de supprimer un e-message pendant 15 minutes après son envoi, le retour du player pour la musique en plein écran sur l'écran de déverrouillage avec la pochette de l'album, la compatibilité avec les Joy-Cons de la Nintendo Switch pour jouer, le suivi dans Carte, l'ex-wallet des commandes réalisées avec Apple Pay sur l'Apple Store en ligne, l'arrivée des anneaux d'activité sur iPhone, même si vous n'avez pas d'Apple Watch. Et puis, il y a ces nouveautés, François, annoncées à la WWDC 2022, qui ne sont pas encore au programme, comme la librairie principale iPhoto partagée via iCloud. Elle sera probablement pour iOS 16.1 dans un mois. Les Live Activities, ces notifications dynamiques qui évoluent comme des scores sportifs. Idem, ce sera probablement pour la prochaine mise à jour intermédiaire. Les SOS d'urgence par satellite n'arriveront, on le sait, aux US et au Canada, mais qu'au mois de novembre. L'intégration de SharePlay, hyper utile, et des contacts dans le Game Center. Quant à l'app de tableau blanc Freeform qui doit être téléchargeable aussi sur iPhone, elle pourrait, elle, n'arriver qu'en 2023. Alors, si on fait le bilan de tout ça, François, est-ce qu'on fait ou pas la mise à jour vers iOS 16 à partir d'aujourd'hui ? Moi, comme tu le sais, je suis sur iOS 16 depuis quelques bêtas maintenant, parce que je suis un gros bêta, j'aime bien les utiliser. Honnêtement, ça n'a pas révolutionné la chose. C'est vrai que moi, la nouveauté qui m'a le plus emballé, c'est les nouveaux fonds d'écran, le fait de pouvoir gérer l'opacité, gérer la distance, pouvoir mettre par exemple le haut de ta tête sous l'heure. Il y a pas mal de petits trucs en machine learning qui sont plutôt sympas. Maintenant, ça reste une évolution mineure, pas majeure. On savait très bien que cette évolution serait
restreinte. Maintenant, il y a quand même pas mal de petites nouveautés, plutôt sympas. Comme tu l'as dit, pour moi, la meilleure nouveauté, c'est quand même SharePlay qui continue à se développer. C'est quand même un outil qui est vraiment énorme, que beaucoup de gens utilisent. Ou pas. Non, plus sérieusement, c'est une grosse déception ce truc. Enfin, je l'ai jamais utilisé et ça fait 1 an qu'on se dit qu'il faut qu'on l'essaye, on l'a jamais essayé. Donc Apple continue à forcer. Moi, à mon avis, ce sera un destin un peu à la ping, mais c'est pas grave, ça fera partie de ces éléments qu'Apple de temps en temps sur lesquels ce sera complètement planté. Le tableau blanc, moi j'ai hâte de l'utiliser parce que je pense que ça peut être un truc qui est un peu sympa, mais hélas on va l'attendre. Mais vous pouvez l'installer, il n'y a pas de souci. Il y a eu 6, 7, on doit même être à 10 bêta développeurs. Moi qui l'utilise au quotidien, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, vous lancez pas dans la mise à jour là maintenant, pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde va vouloir la faire et que les serveurs d'Apple, à mon avis, vont tomber, c'est quasiment une obligation. On verra bien ce que ça donnera ce soir, mais faites-le, il n'y a pas d'inquiétude. Je sais qu'Eli aurait tendance à vous dire d'attendre un peu. Moi, je vous dis, allez-y, après tout, faites-vous plaisir. Et le petit côté sympa, c'est que si vous n'avez pas eu envie ou pas pu investir dans un nouvel iPhone, vous aurez un peu le sentiment, comme tous les ans, d'avoir un nouveau téléphone en redécouvrant des nouvelles fonctionnalités, donc ça, c'est plutôt sympa. On connaît désormais les caractéristiques des batteries embarquées dans la gamme iPhone 14. Elles sont légèrement plus puissantes, sauf dans le cas de l'iPhone 14 Pro Max. Alors dans le détail, 52 mAh de plus pour l'iPhone 14, 105 mAh de plus pour l'iPhone 14 Pro et 29 mAh de moins pour l'iPhone 14 Pro Max. Bon, très clairement, François, on ne devrait pas voir la différence, hein. Non, c'est toujours la petite chose qu'on évoque à la sortie d'un nouvel iPhone. Ouais, il n'y a pas de grosse différence, le système va être optimisé. Si vous changez d'iPhone, vous aurez toujours l'impression que votre batterie dure un peu plus longtemps parce que le téléphone que vous allez laisser potentiellement a un niveau d'usure de la batterie qui commence à être important. Généralement, aller sur une batterie qui démarre à 100%, au bout d'1 an, vous pouvez perdre entre 5 et 10%. Généralement, une batterie reste fonctionnelle pendant quasiment 2 ans, mais quoi qu'il en soit, avec un nouveau téléphone, vous avez le sentiment d'avoir une batterie plus longue, mais en fait, elle est juste pas plus longue, elle est neuve. Maintenant, Apple communiquait énormément sur le fait que le nouvel iPhone qui sortait avait une plus grosse autonomie. Là, ils l'ont un peu moins fait. Je pense que ça passe plus par des optimisations système et autres. Et puis au final, l'iPhone, aujourd'hui, les gens ont pris le réflexe de le recharger tous les jours. Moi, c'est vrai que c'est la chose que je fais en me couchant. J'ai un support, je mets mon iPhone, mon Apple Watch à recharger et j'ai rarement l'occasion de me plaindre de la batterie. Un iPhone sur abonnement en direct avec Apple. Mark Gurman assure qu'Apple est en plein test et que le lancement aurait lieu avant la fin de l'année. Le montant mensuel serait intégré à l'abonnement Apple One qui réunit déjà tous les services et il inclurait Apple Care Plus, autrement dit l'assurance contre les dégâts matériels. Difficile de faire la différence quand même avec un crédit, François. A priori, dans le cas de ce futur nouvel abonnement, l'iPhone en fait ne vous appartient jamais, c'est ça ? Ouais, en fait, finalement, c'est un peu le principe de la location longue durée, de la location avec option d'achat. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone à crédit, à la fin, il est à vous. Là, la différence qui va être proposée par Apple, c'est de la location longue durée, c'est-à-dire qu'à la fin, le téléphone, il sera pas à vous, vous serez censé le rendre. Alors, ça a des aspects sympas et des aspects, pour moi, plus contraignants. L'aspect sympa, c'est que vous savez que, voilà, tous les 2 ans, vous pourrez changer de téléphone, avoir le nouveau téléphone. Ce qui est plutôt intéressant, et voilà, pour les geeks que nous sommes, ça peut nous intéresser. C'est un forfait global en fait. Donc du coup, vous aurez pu à vous préoccuper d'avoir votre abonnement Apple One, l'iPhone, etc. Tout sera regroupé en un seul, et en plus avec l'Apple Care Plus, ce qui peut être intéressant si vous voulez ne pas mettre de coque sur votre téléphone, au passage. Maintenant, le petit inconvénient, c'est que à la fin, comme tu le dis, vous avez rien, quoi. L'iPhone garde une valeur résiduelle, et je pense encore plus cette année, avec l'augmentation tarifaire, on a vu que les anciens iPhones qui étaient restés dans la gamme sont restés à peu près dans les mêmes prix. Et donc du coup, un iPhone d'occasion, il y a 1 an, il valait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. On sent qu'il y a une vraie demande de la part des gens pour des iPhones d'occasion. On voit avec le succès des entreprises. On a eu l'occasion il y a quelques mois maintenant d'avoir le directeur de ISIS France qui nous expliquait bien que ça fonctionnait bien, le reconditionner. Donc je pense que ce marché va continuer à perdurer. Donc le fait de ne pas acheter votre téléphone, vous le revendrez jamais. Quand vous le revendez, vous avez quand même une valeur résiduelle. Moi je reste plutôt partisan d'être propriétaire de son téléphone. Maintenant, pour des gens qui auraient envie, pourquoi pas. Maintenant, la limite qu'on mettra comme d'habitude, et je pense que tu approuveras ce que je vais dire, faut éviter d'aller au-delà de nos capacités financières, et c'est vrai que ce principe d'abonnement, ça peut être intéressant, parce qu'on se dit, super, comme ça, j'aurai le nouvel iPhone. Ouais, enfin, c'est quand même une somme qui sera relativement importante à sortir tous les mois, donc à chacun de voir s'il a les moyens et l'envie de pouvoir mettre autant d'argent là-dedans.
Alors la prochaine keynote sera peut-être l'occasion du lancement de cet abonnement. Mark Gurman mise comme nous sur le mois prochain et comme nous sur un tir groupé avec à minima les premiers iPad Pro M2, la 10e génération d'iPad qui passerait à l'USB-C et de nouveaux Mac M2, MacBook Pro, Mac Mini et le Mac Pro, François, le dernier à ne pas encore être passé au processeur Apple Silicon. C'est vrai que là on va arriver aux fameux 2 ans, alors je pense qu'on finalement on se dira c'était 2 ans à compter de la présentation des nouveaux modèles, donc novembre ça paraît plutôt cohérent. Pour moi la petite surprise ce serait des nouveaux MacBook Pro M2, dans la mesure où les MacBook Pro M1 Pro, M1 Max sont sortis il y a tout juste un an, c'était au mois d'octobre-novembre, et ça veut dire qu'on serait sur un renouvellement de 12 mois alors que d'habitude on est plutôt sur 18 mois. Moi ce que j'attends aussi c'est des nouveaux iMac M2, alors les iMac c'est des super machines, il n'y a pas de souci, mais là ça fait 18 mois donc ce serait le moment aussi. Mais la grosse attente c'est le Mac Pro. Le Mac Studio a satisfait beaucoup de personnes qui ont des gros besoins de ressources. Maintenant voilà, c'est la dernière machine à migrer sur les processeurs Apple Silicon, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis aussi cet iPad d'entrée de gamme avec de l'USB-C, moi c'est un iPad que je conseille beaucoup parce qu'il est vraiment pas cher du tout. On a moyen de le trouver aux environs des 300€ avec des composants vraiment bons. Maintenant s'il passe à l'USB-C ce sera encore mieux. J'ai hâte d'y être. La quotidienne iWeek Reviens demain.